La grande interview sur CNews et Europe 1. Ce matin, mon invité est la ministre en charge des comptes publics. Bonjour et bienvenue Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci de votre présence. Nous allons évoquer dans quelques instants la semaine à haut risque pour le gouvernement avec la colère paysanne, le Mercosur bien sûr et le budget encore et toujours. Mais tout d'abord, au lendemain de ce terrible attentat visant la communauté juive en pleine fête de Hanouka sur la plage de Bondy à Sydney en Australie, évidemment les réactions internationales pleuvent. Elles sont très vives. Parmi les 15 victimes se trouve un Français. Madame la ministre, est-ce qu'il y a un endroit au monde où les Juifs aujourd'hui sont en sécurité ? Permettez-moi d'abord d'avoir une très grande pensée et d'exprimer mes condoléances pour la famille de notre compatriote qui se trouvait très très loin d'ici et qui malheureusement, comme vous le dites, a été touché par de nouveau l'antisémitisme qui montre que c'est un fléau, qui montre qu'il y a un amalgame qui est fait et qui est honteux entre des personnes qui croient, qui ont une religion et la politique d'un État. Et qu'il nous faut, comme on le fait en France, je crois, faire union mondiale pour protéger celles et ceux qui ont une religion, quelle qu'elle soit, et qu'ils puissent vivre en sécurité, parce qu'on leur doit ça, puisque ce sont, comme nous, des hommes et des femmes qui vivent librement, qui vivent en famille, qui vivent des moments de fête culturelle, habituelle, cultuelle. Et il me semble que c'est absolument essentiel d'avoir cette force d'engagement pour protéger ceux et celles qui ont une religion qui est la leur. Le Premier ministre israélien estime que le gouvernement australien a une part de responsabilité, gouvernement qui a reconnu l'État de Palestine, tout comme la France d'ailleurs. Peut-on, Amélie de Montchalin, se prévaloir d'une lutte sans merci contre l'antisémitisme quand on a reconnu l'État de Palestine sans d'importantes conditions préalables ? Je ne parlerai pas de ce qui se passe en dehors de nos frontières parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je peux vous dire qu'en France, on peut tout à la fois considérer qu'une solution à deux États est essentielle pour garantir durablement la paix, et c'est le choix du président de la République, et tout à la fois s'engager résolument et n'avoir aucune limite dans la protection de nos concitoyens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, bref, qu'ils soient français. Et je pense qu'il ne faut pas, là aussi, attiser ce qui ne doit pas l'être. Il y a une partie qui est diplomatique, il y a une partie qui est sécuritaire, et l'un et l'autre peuvent tout à fait être ensemble, tenus, et c'est bien la position française. Il y a une partie qui est humaine, on retiendra aussi et surtout le geste héroïque d'Ahmed, vendeur de fruits, qui a réussi à désarmer l'un des terroristes et à le mettre en joue, un juste parmi les justes qui a été salué. Alors je le disais en préambule, Amélie de Montchalin, semaine à haut risque avec une colère paysanne qui ne retombe pas, le plan d'abattage qui ne passe pas, plan consistant, rappelons-le, à abattre le troupeau quand une vache est atteinte de la fameuse dermatose nodulaire. Il y a beaucoup de points de blocage ce matin, la 64, la 63 qui sont entravés. Est-ce que vous avez sous-estimé cette colère ou est-ce que ce matin, Amélie de Montchalin, depuis des années, vous dites qu'il y a en réalité un grand plan social de la paysannerie qui ne dit pas son nom? Alors, moi, vous savez, je suis d'une famille agricole. Nous produisons dans notre famille du lait, nous avons des vaches. Donc pour moi, c'est vraiment avec beaucoup d'empathie et de compassion que je mesure l'anxiété existentielle des éleveurs qui savent que quand les maladies contagieuses arrivent, on se souvient des grandes épidémies de fièvre afteuse aussi qui ont pu toucher le pays, c'est vraiment quelque chose qui crée beaucoup de peur et on comprend du coup l'angoisse, la tristesse et la colère de ceux qui y sont confrontés. Je rappelle le mot existentiel, c'est-à-dire vous comprenez bien qu'ils craignent de disparaître. C'est pour ça que j'ai employé l'expression de grand plan social. C'est pour ça que l'État est très engagé, qu'il y a eu effectivement 76 exploitations où des vaches ont dû être abattues. C'est 3000 bêtes qui ont été abattues depuis le début de cette épidémie. Cette épidémie a été maîtrisée et arrêtée en Savoie, dans le Doubs, dans le Jura. Et donc, cette procédure d'abattage a été décidée collectivement, avec les autorités sanitaires, avec les filières professionnelles. Et elle est aussi pas forcément appliquée, avec les premiers concernés, vous le savez bien, aussi, et certains syndicats qui dénoncent un tel plan. Elle est aussi appliquée en Italie et en Espagne. La clé, c'est quoi? C'est qu'il y a 125 000 éleveurs dans le pays, qu'il y a plus presque 2 millions de vaches dans notre pays et qu'il faut qu'on assure notre souveraineté, la protection de l'ensemble. Qu'il faille être peut-être plus dans l'explication, dans l'accompagnement, mais surtout, moi je veux le dire en tant que ministre des Comptes publics, dans le budget et dans toutes les décisions que nous avons prises avec Annie Genevard et le Premier ministre, nous accompagnons financièrement, pratiquement, et dans les fermes qui ont pu être désinfectées et où il y a eu des abattages il y a quelques mois, les vaches sont de retour. Notre but, ce n'est pas un plan social. Notre but, c'est notre souveraineté alimentaire, c'est le soutien aux paysans, aux agriculteurs, aux éleveurs, et surtout quand des difficultés, et comme je le dis à nouveau, existentielles, d'une très grande violence et très grande douleur pour les éleveurs, et bien que l'État soit présent. Présent pour que très vite l'activité reprenne. Et je le rappelle, nous sommes, avec que ce soit pour les primes de compensation ou le retour des bêtes dans les fermes, très engagés.
Ensuite, on voit bien que tout ça, en fait, fait un peu système. L'enjeu du Mercosur, vous savez que ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que la France se bat. Mais c'est toujours au dernier moment que vous dites qu'il n'est pas acceptable en l'état. Est-ce que la Commission européenne est en train d'accélérer? Rappelons simplement les enjeux, Madame la Ministre, à ceux qui nous regardent, nous écoutent. Ça peut être signé là, ce week-end, au Brésil. En l'état, vous dites que ce n'est pas acceptable, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'entériner finalement cet accord? Ce serait une défaite en race campagne. D'abord, on n'est pas seul. Parce que si la France avait été isolée depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça fait longtemps que l'accord aurait été... C'est ça qui devrait nous consoler ce matin? Non, c'est que ce que nous disons, ce n'est pas juste les Français qui ont mal compris les choses vis-à-vis de la Commission européenne. Ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas avoir des règles de libre-échange qui nous exposent à de la concurrence déloyale. Vous savez que je me suis battue sur les petits colis chinois. Eh bien, la même règle doit s'appliquer sur les biens agricoles dans le monde entier. Ça veut dire... Précisons, c'est-à-dire qu'au moment où on est en train d'abattre certaines de nos vaches, on pourrait recevoir de la viande de l'Uruguay, du Brésil ou de l'Argentine avec les antibiotiques et les hormones et ça passe. Alors c'est pas la même maladie, mais la France est très engagée depuis des années et c'est d'ailleurs pour ça que le Mercosur n'est toujours pas signé, parce qu'on demande une clause de sauvegarde. Si on est envahi, on doit pouvoir bloquer. Deuxièmement, on veut des mesures miroirs, c'est-à-dire que les règles qu'on impose à nos agriculteurs doivent être imposées. Vous êtes une politique trop avertie pour ne pas savoir que, d'abord, ces clauses, elles ne peuvent être et donc, il faut des contrôles. Mises en place que par la Commission et elles ne sont mises en place que dans des... J'ai vu les conditions extrêmement particulières. C'est pour ça que, la Commission a enfin bougé, puisque sur la clause de sauvegarde, elle est enfin mise au vote au Parlement européen. Ça fait 10 ans qu'on le demandait. Mais la France a dit quelque chose de très simple, et je vais conclure là. Dans les conditions actuelles, puisque nous avions 3 demandes, que la première est partiellement actée, les 2 autres, on a eu des annonces, vous avez vu par des communiqués hier du gouvernement et par la voix du président de la République, la France demande un report du vote. Nous ne sommes pas en condition de voter. Et si ce week-end c'est signé? Et je dois vous dire que nous ne sommes pas seuls. D'autres pays ont fait la demande avec nous et c'est bien pour ça. Il peut y avoir une minorité là, mais il va y avoir de blocage, mais il va y avoir une majorité pour signer surtout. Donc nous faisons la politique en Europe, vous savez, nous décidons ensemble et la voix de la France porte. Nous sommes la première puissance agricole en Europe et vous imaginez bien que ce qui se joue, c'est aussi notre capacité à expliquer que l'Europe sert les Européens. Et donc nous nous battons non seulement pour les Français, mais aussi pour tous les agriculteurs européens. Est-ce que l'Europe sert surtout les Français, mis à part les Européens? Parce que cette semaine, il y a aussi un sommet européen sur l'Ukraine, le pays qui pourrait faire son entrée dès le 1er janvier 2025 dans l'UE, avec là encore, Amélie de Montchalin, toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur la filière agricole, nonobstant évidemment les difficultés que connaît ce pays. Là encore, vous assumez ce qui peut se passer sur notre filière paysanne? Il y a plusieurs choses. Personne n'a jamais envisagé que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne et ait droit à l'ensemble des politiques publiques au 1er janvier 2027. Les processus d'adhésion prennent beaucoup de temps puisqu'il y a un processus de convergence. On ne fait pas entrer dans l'Union européenne des pays qui sont très différents juridiquement, administrativement, économiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous souvenez que pour les pays plus à l'est de l'Europe, ça a mis plus de 10 ans qu'il y ait cette convergence. Pourquoi l'Ukraine, on s'en occupe aujourd'hui? Parce qu'on voit que c'est un pays qui, à moins de 1000 km de nos propres frontières, est attaqué, est en danger. Et je peux vous dire aujourd'hui... Ce n'est pas que ceci. Je peux vous dire aujourd'hui les conséquences dans quelques années sur notre filière paysanne. Donc, je vous le dis avec la même force, tous ceux qui au fond, brandissent le sujet agricole pour, au fond, se faire un peu cheval de Troie... Oh, c'est les agriculteurs qui en parlent? Non. Géopolitique, que les agriculteurs soient inquiets. Oui. C'est évidemment une réalité. On ne peut pas s'en faire le relais? C'est pourquoi nous n'avons pas prévu d'appliquer la PAC d'aujourd'hui, la politique agricole commune d'aujourd'hui, évidemment à l'Ukraine. D'abord, nous n'avons pas les moyens. Et ce ne serait pas équitable, ce ne serait pas juste, et ce n'est pas notre projet. En revanche, je ne veux pas que, parce qu'il y a des craintes tout à fait légitimes et qu'on doit accompagner dans le monde agricole, on fasse, vous voyez, un grand tout, et qu'on considère que l'Ukraine doit rester seule face à la Russie. Différencions les sujets, ayons de la méthode, et ne brandissons pas des peurs qui n'ont pas lieu d'être. La méthode, c'est celle qui est aussi utilisée sur le budget, parce que le gouvernement a fort à faire sur ce sujet. Le Sénat doit donc voter ce lundi, Amélie de Montchalin, sur une version profondément remaniée du projet de budget général, après le rejet quasi unanime du texte par l'Assemblée, c'était en novembre. Alors, on ne voit pas comment vous allez pouvoir éviter la fameuse loi spéciale d'ici la fin de l'année. Peut-être pour expliquer, moi, vous voyez, ce que je fais depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines, je crois que les Français le voient avec le Premier ministre, c'est de travailler ici et maintenant pour qu'en 2026, eh bien, les Français aient une vie organisée, avec des règles claires, avec un budget, et un pays qui fonctionne et qui fonctionne pleinement. Mon objectif, je crois que tout le monde le voit... C'est plus le budget, là, c'est la panacée, c'est une baguette magique. Alors, non, c'est de considérer que les choses fonctionnent. Il y aura des élections présidentielles en 2027. Il y a beaucoup de demandes de changement, de réformes, il y a des choses qui doivent se préparer,
C'est très bien, c'est très sain pour la démocratie. Mais la présidentielle, elle ne se joue pas dans l'hémicycle ni du Sénat ni de l'Assemblée en 2025. Là, vous êtes en train d'envoyer un message politique Non, à qui? j'envoie un message politique à tous ceux qui, notamment aux extrêmes, considèrent que leur obsession, c'est les élections, qu'il faut une dissolution, il faut une démission du président, il faut au fond bloquer le pays pour que ça aille mieux. Le bloc central, il pense un peu à la démission, comme Édouard Philippe. Et moi, c'est pas la ligne que je porte, parce que je pense que les institutions doivent être respectées, et les Français surtout, on doit s'occuper des urgences d'aujourd'hui. Le budget, et une donc, urgence. Le budget, c'est une urgence. Moi, je pense que les Français en ont marre. Ils en ont marre de voir que la classe politique attend toujours qu'on soit quasiment dans le mur pour se mettre d'accord. Oui. Et je remarque que sur la sécurité sociale, il y a eu un compromis dans les temps qui fait que demain, eh bien, ce budget est remis au vote pour que nous ayons, au 1er janvier, là, le Sénat des hôpitaux, la copie telle des soignants, affirmant que c'est un hold-up fiscal. des retraités qui soient eh bien, dans un cadre connu et puis qu'on puisse soutenir les urgences, notamment le Sénat, comme vous dites, effectivement, la copie est telle quelle. Il voit dans ce texte un hold-up fiscal. Il n'a même pas voulu l'examiner. Chacun ensuite a ses positions. Mais qu'est-ce que l'attendent de nous, les Français? Pas des propos d'estrade. Ils attendent de nous que nous mettions d'accord et que nous donnions un budget au pays. Mais sur quoi? Et moi, Réduction des dépenses. Mais je pense qu'un compromis est tout à fait possible à partir du moment où on se dit que, vous savez, à la fin, il faudra un budget pour la France. Vous me parlez de la loi spéciale. La loi spéciale, c'est le service minimum, le temps qu'il y ait un budget. Et donc, si certains pensent que, vous voyez, on sera plus prêt le 20 janvier que le 20 décembre, moi, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'on fait le compromis maintenant. Et le compromis, c'est quoi maintenant? C'est des sénateurs et des députés qui se réunissent probablement en fin de semaine, en commission mixte paritaire. Et au fond, la question, c'est pas que chacun a raison pour lui-même, mais c'est qu'il donne un budget au pays. Vous y croyez vraiment en une CMP conclusive, comme on dit? Moi, c'est pas seulement j'y crois, c'est j'y travaille. J'y suis engagée. C'est mon devoir vis-à-vis des Français que nous puissions donner ici et maintenant aux Français. Et on a parlé de toutes les crises. On a parlé d'agriculture. On peut parler d'économie. Vous avez des réduction des dépenses industrielles qui ferment aujourd'hui. On va en parler. Vous avez effectivement des dépenses qu'il nous faut remettre au fond à la normale après des années de crise, du Covid ou de l'inflation en Ukraine qui ne sont plus là. Vous avez effectivement un grand plan d'économie que nous proposons pour l'État qui, après 2025, c'était le plus grand plan d'économie depuis 25 ans que nous continuons à maîtriser nos dépenses, à réduire notre train de vie, à remettre les politiques publiques là où les Français... La tendance n'était pas vraiment celle-là. Non, je peux vous dire quelque chose. Depuis 2 ans, la dépense de l'État a baissé, en valeur tout compris. Elle a un peu augmenté pour les collectivités et elle a augmenté pour les dépenses sociales, notamment parce que les retraites continuent d'augmenter. Mais pour l'État, et je le dis vraiment avec force, nous avons réduit nos dépenses comme nous ne l'avons jamais fait depuis 25 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit on tombe dans le cynisme, le buzz, les petites phrases, notamment des extrêmes. Quand je vois la France insoumise, vous voyez, aller se gargariser, dire nous on a voté le congé de naissance. Et dans le même temps, c'est un texte, une proposition qui est dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Vouloir voter contre ce texte, ça s'appelle le cynisme. Quand je vois le Rassemblement national qui dit voilà, nous on a voté pour la suspension des retraites et qui dit aussi nous on va continuer à voter contre le budget qui porte cette mesure, les Français n'y comprennent rien. Bien. Et donc moi je pense qu'il faut se dire que le compromis est nécessaire, qu'il est possible, que les Français nous le demandent et que maintenant, effectivement, députés et sénateurs doivent pouvoir proposer un compromis au pays plutôt que d'avoir au fond raison tout seul. Amélie de Montchalin, sans cynisme. Alors, y a-t-il du cynisme également dans votre politique industrielle? Parce que depuis plusieurs mois et même plusieurs années, vous tenez un discours volontariste sur la réindustrialisation. Mais voilà que Brandt, quand même, reconnaissons que c'est un emblème national, la dernière grande marque française dans son domaine, concurrencée par des pays d'ailleurs qui n'ont pas le même droit social. Vous ne cessez de parler de réindustrialisation. De quoi Brandt est-il le nom pour vous? Brandt, c'est à la fois la concurrence, c'est un enjeu de compétitivité, et c'est bien pour ça que ce gouvernement, et je peux vous dire que je me bats matin, midi et soir dans l'hémicycle, nous devons avoir un débat politique qui arrête de considérer les entreprises comme, au fond, celles qui peuvent payer toujours plus. Sauter, maintenant Brandt, c'est pas un peu une saignée industrielle sous votre autorité? La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres filières qui émergent? Si ces emplois aujourd'hui peuvent prendre le relais, est-ce que c'est dans la filière de l'énergie? Est-ce que c'est dans la filière de l'innovation? Est-ce que c'est la filière de l'aéronautique? Est-ce que c'est la filière de la défense? Il faut que les choses évoluent dans notre production. C'est possible. Il faut qu'on puisse accompagner. On a encore envie d'avoir un Brandt, un électroménager estampillé français. C'est pour ça que vous savez que le gouvernement a été très engagé pour qu'on trouve des repreneurs. Aujourd'hui, la concurrence est forte. Il faut qu'on soit lucide. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que les Français, les ouvriers, les employés de ces entreprises trouvent un nouvel emploi, et donc que notre pays continue d'avoir de la croissance, de l'innovation. Par exemple, Madame la Ministre, pourquoi il n'y a pas un droit de préemption des salariés pour reprendre une entreprise? Alors c'est des choses qu'on avait mises dans une loi qui s'appelait la loi Pacte. On avait déjà beaucoup ouvert la possibilité. S'il faut changer les lois et les ajuster, moi je n'y vois pas d'inconvénient.
Mais à nouveau, pour moi, la clé, c'est que les hommes et les femmes aient des emplois, que notre pays continue d'avoir de la croissance et de la prospérité. Quand des filières sont concurrencées pour plein de raisons, il faut qu'on puisse accompagner les projets de reprise. Et quand il y a des difficultés, eh bien, on les accompagne. Mais au niveau, vous voyez, général, nous croyons, nous, avec le Premier ministre, que les entreprises doivent être soutenues. Et c'est pour ça que, comme il le dit souvent, nous ne ferons pas n'importe quoi avec le budget. Nous devons continuer à avoir une boussole, créer des emplois. Et quand certains vous disent la politique de l'offre qui a été menée, ce qu'il faut regarder, c'est ses résultats. Bien. Nous avons Alors, quand même réduit le chômage, et je finirai là, au plus bas depuis 20 ans, il est à 7,5%. Ouais. Et je pense que ça, c'est là, une bonne nouvelle pour les Français. Industrielle. Je ne sais pas si les employés de Brandt écoutent ce discours-là. Et je peux leur dire l'engagement de l'État à les accompagner pour qu'ils retrouvent un emploi dans leur région. Entendu. Je voudrais finir vraiment parce que vous êtes la ministre aussi en charge de l'argent de la drogue. Dernière question, si c'est possible, une réponse rapide, parce que sur ce front-là, il y a un volontarisme qui est affiché. Déplacement demain du président Marseille-Engrand. Le président qui estime que l'État gagnera sa bataille contre les narcotrafiquants. Et en même temps, jamais les flux de cocaïne n'ont été aussi importants. On a des narcomicides, on a eu des magistrats marseillais qui ont tiré la sonnette d'alarme. On a eu le frère d'un militant, Amine Kassassi, qui a été tué. Est-ce qu'on peut vraiment dire, les yeux dans les yeux, qu'on va gagner cette bataille? D'abord, on va la gagner, parce qu'on doit la gagner. Et il y a des pays autour de nous qui l'ont gagnée. Si vous regardez, oui, à quel prix? Précisément parce que l'État doit s'engager, on doit y mettre les moyens. Ça montre que, vous voyez, on n'attend pas, nous, 18 mois à se dire qu'on n'a rien à faire d'ici à la présidentielle. C'est une des priorités. La mienne, c'est de saisir l'argent de la drogue pour assécher, effectivement. Combien à l'heure actuelle? Nous avons, l'année dernière, en 2024, saisi plus de 600 millions d'euros. Et nous saisissons aussi la drogue, parce qu'il y a le produit et l'argent du produit. Je peux vous annoncer que jusqu'à la fin du mois de novembre, les douaniers ont saisi plus de 29 tonnes de cocaïne. C'est plus que l'ensemble de l'année 2024 qui était à 21 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coopération européenne fonctionne, que nos moyens sont mobilisés, qu'on doit faire plus et qu'on doit effectivement continuer, sous mon autorité et celle de tout le gouvernement, d'aller regarder les enjeux de blanchiment, de lessiveuses, de tout ce qui, en fait, recycle. C'est plus de 7 milliards d'euros d'argent en espèces qui alimentent toutes sortes ensuite de trafic et qui, aujourd'hui, minent le contrat social. C'est un engagement qui n'est pas des mots. Dans le budget, d'ailleurs, je le fais savoir, nous avons beaucoup de mesures nouvelles pour y arriver. Et c'est une des raisons de plus pour lesquelles nous devons avoir un budget dans les temps. Parce que pas de budget dans les temps, c'est aussi une priorité que je crois que les Français... C'est un peu la menace que vous faites planer à chaque fois. C'est pas de la menace. C'est à un moment donné, vous savez, pour qu'un pays fonctionne, il faut qu'il ait un budget. Et ce n'est pas les sauterelles ou les cataclysmes. Je vous dis juste que voilà, sous mon autorité, vous avez des douaniers, vous avez Tracfin, vous avez le renseignement et la lutte antifraude. Pour que nous ayons les moyens d'agir, nous avons pris des dispositions dans le budget. Moi, j'espère que ce budget pourra être mis en œuvre le plus tôt possible. Et c'est un des éléments de plus, tout comme le soutien aux agriculteurs, tout comme évidemment aussi le soutien à nos armées. On peut regarder l'ensemble des besoins prioritaires du pays. Tous les chemins mènent au budget et nous verrons ce que cela donnera dans les prochaines heures, les prochains jours. Vous savez, dans un pays, c'est la ressource des impôts qui finance les politiques publiques et le budget, il organise ce que les Français veulent financer et donc les priorités qu'il nous faut servir. Merci Amélie de Montchalin, c'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. Merci beaucoup.